Alors bonjour à tous, je suis ravi d'être avec Romain Bessonnet, notre ami géopolitologue et secrétaire général du Cercle Aristote, sur une actualité encore une fois très chargée. On sort de la manif pour la paix et sous une chaleur de plomb. Et ceci dit, c'est très bien, il faut se mobiliser parce que nous avons vu, on va commencer tiens, par peut-être quelque chose d'assez réjouissant. Le sommet de l'OTAN qui vient d'avoir lieu à La Haye aux Pays-Bas n'a pas été, je crois, une très grande réussite pour Macron et Zelensky. Ah bah ça a été une catastrophe, hein. C'est-à-dire que, alors d'abord... Catastrophe pour eux, tu veux dire? Pour eux, sans aucune contestation, parce que en fait Zelensky déjà avant le sommet voulait se faire inviter comme d'habitude dans les réunions fermées, donc réservées aux chefs d'État de l'OTAN, dans les réunions internes de l'OTAN. D'habitude on l'invitait parce que Biden voulait qu'on l'invite. Et puis là, il y a eu en fait donc Trump n'était pas très chaud. Et surtout, on a 4 autres chefs d'État et de gouvernement qui ont dit hors de question, c'est-à-dire Erdogan, le président turc, le Premier ministre hongrois, M. Orban, le Premier ministre slovaque, M. Fico, et enfin donc on a eu le président américain Trump qui ont dit que M. Zelensky n'avait pas sa place dans les réunions internes de l'OTAN. Donc, il n'est pas membre, hein. Donc, en fait, on a dû mettre une réunion du Conseil OTAN-Ukraine juste après la réunion officielle du sommet pour qu'il y ait une discussion bilatérale avec M. Zelensky. Deuxième chose, dans le communiqué, on n'a presque pas parlé de l'Ukraine. Ouais. Et enfin, M. Zelensky est arrivé avec des demandes pour 150 milliards de dollars de matériel supplémentaire. Il avait sa liste de courses. Voilà. Et il a eu zéro. Zéro. C'est-à-dire que même sur le point de vue des missiles, donc Patriot pour abattre les missiles russes, les États-Unis ont dit peut-être si on en a encore parce que Israël c'est prioritaire. Ce qui est quand même ah oui. Bon, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs une bonne nouvelle pour la paix là-bas, de l'autre côté, mais bon. En tout cas pour le conflit Russie-Ukraine. Il se trouve que ça n'a pas dû plaire à Macron tout ça, et au fou de guerre de l'Union Européenne. Alors ça n'a pas du tout plu ni à Macron ni à Ursula von der Leyen, qui eux étaient arrivés avec un ordre du jour très maximaliste où il fallait que l'OTAN réaffirme le soutien à l'Ukraine et où les Européens devaient dire que ça y est, si les États-Unis arrêtent la guerre, nous on mettra du soutien supplémentaire. Les autres Européens ont dit non. Voilà. Et les Américains ont dit l'aide à l'Ukraine, nous, c'est plus une top priorité. D'accord. Donc on est vraiment sur un sommet de l'OTAN qui a été un échec total pour les macronistes et pour les zelenskistes et pour la Commission européenne, étant donné que les Américains ont mis sur la table et ils ont obtenu de tous les États membres la progression des dépenses militaires à 5% du PIB, oui. C'est-à-dire encore plus qu'à l'époque de la guerre froide. Hein. Ouais. À l'époque de la guerre froide, en 1980, les dépenses militaires, c'était 3,5% du PIB en moyenne dans l'OTAN. Nous, les Français, on était un petit peu plus ambitieux, on était à 4% à l'époque, à cause de l'arme nucléaire. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire passer à 5%. Et comme l'industrie européenne de défense ne peut pas suivre, forcément, ça veut dire qu'on va acheter massivement, on s'est engagé massivement à acheter du matériel américain. Oui, c'est ça qu'a obtenu Trump, c'est qu'il a fait signer des chèques pour son industrie en fait. Hein, dont les fameux F-35, parce que ce sont les seuls avions qui peuvent porter l'arme nucléaire américaine que tout le monde s'arrache. Et on a le sentiment que Trump ne supporte plus, il n'est pas le seul d'ailleurs, Macron, parce qu'il avait quitté précipitamment le G7 au Canada quelques jours avant, et la presse avait révélé ensuite que c'était parce qu'il ne supportait plus la présence même physique de Macron. Et là, on a vu Erdogan humilié par une scène, il a fait tournoyer comme ça qu'une toupie. Macron, on a le sentiment qu'il horripile tout le monde, quoi. En fait, il est humilié en permanence. Il est humilié en permanence, surtout que, l'option française qui est de faire la défense européenne puis l'armée européenne derrière, en fait, c'est soutenu par personne dans l'Union européenne. C'est-à-dire que dès qu'il s'agit de parler, comme disent les Canadiens, des vraies affaires, la France se retrouve toute seule avec le Royaume-Uni et le Canada, en fait. Et le Canada, notamment le Premier ministre canadien, lui, a laissé flotter pendant quelques jours le fait que son pays pourrait rentrer dans l'Union européenne
étant donné qu'elle est reliée par l'Union européenne à travers l'Arctique. Donc, voilà, on a eu un peu une sorte de cinéma où les derniers mondialistes durs, en fait, sont à Ottawa, à Paris et à Londres, avec M. Starmer, d'ailleurs, qui n'a plus beaucoup de temps, je pense, politique à vivre. On l'espère. Mais voilà, la France, en fait, se retrouve dans un club de plus en plus fermé, avec une Allemagne qui, elle, a décidé de prendre le lead pour devenir le correspondant privilégié des États-Unis en Europe. On va en parler dans un instant, mais on a l'impression que c'est quand même une bonne nouvelle pour la paix, tout ça, globalement. Les mondialistes sont un peu à l'agonie, quoi, en fait. Globalement, les mondialistes n'ont pas les moyens de leur politique, en fait. À partir du moment où on a désindustrialisé pendant 20 ans l'Europe, dire maintenant faut qu'on produise, on n'a pas l'outil productif. Donc ils meurent par là où ils ont pêché, en fait. Ils sont tributaires, en fait, des décisions de l'administration américaine qui, elle, a l'outil industriel pour dire je donne ou je donne pas les armes. Justement, l'Allemagne, tu en parlais, on a là quand même un sentiment un petit peu inquiétant qui vient d'Allemagne. On a eu cette semaine Jens Spahn, les gens ne doivent pas le connaître, mais Jens Spahn, c'est un ancien ministre et c'est l'actuel chef du groupe parlementaire CDU, donc le parti majoritaire du nouveau chancelier Merz, au Bundestag, au Parlement allemand, qui a dit qu'il fallait que l'Allemagne ait soit son arme nucléaire à elle, soit bénéficier du bouclier nucléaire européen à partir de l'arme française. Donc en fait, c'est une européanisation pour l'Allemagne de l'arme française. Dans les deux cas, c'est assez sidérant. Et il y avait déjà eu il y a eu un sondage aussi cette semaine. Est-ce que auprès des Allemands, fait par Die Zeit, voulez-vous que l'Allemagne ait son arme nucléaire? Il n'y avait que 21% des Allemands qui ont dit oui, mais chez les 18-24 ans, c'est 55%. Donc on voit qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et qui est plus belliciste. Est-ce que l'Allemagne, avec Merz, n'est pas en train de devenir vraiment un pays inquiétant, très belliciste et voire nucléaire demain? En fait, on parle beaucoup de la menace iranienne. Nucléaire, mais est-ce qu'on ne voit pas la menace qui est sous notre nez? Alors, du côté de l'Allemagne, il y a plusieurs problèmes en fait à ça. Il y a un problème juridique d'abord, c'est-à-dire que l'Allemagne, quand elle est rentrée dans l'OTAN dans le cadre des accords de Paris de 1955, elle s'est engagée à n'être jamais nucléarisée. Deuxièmement, elle est rentrée... Elle a signé ça? Oui, ça, elle l'a signé. Voilà. C'était d'ailleurs la condition que la France et la Grande-Bretagne avaient mis à sa rentrée dans l'OTAN, en fait, après l'échec de la CED. Donc c'était la RFA à l'époque. Ouais. Deuxième chose, quand l'Allemagne s'est réunifiée, il y a eu les accords 2+4 sur la réunification de l'Allemagne. L'Allemagne s'est engagée, l'Allemagne réunifiée s'est engagée à respecter deux normes. La première, c'est pas de base américaine dans la RDA, enfin dans l'ex-Allemagne de l'Est. Deux, pas d'armes nucléaires américaines stationnées dans l'ex-Allemagne de l'Est. Et troisièmement, pas d'Allemagne nucléarisée. Ouais. Donc ça, c'est le deuxième accord. Et puis enfin, elle a signé et ratifié le TNP dès 1970. Traité de non-prolifération. Le traité de non-prolifération. Donc, ça voudrait dire que là, elle revient sur des engagements forts signés. Et d'ailleurs, la France et la Russie et les États-Unis et la Grande-Bretagne sont les garants de ces accords. Enfin, pour le dernier en tout cas. Ouais. Donc, ça voudrait dire que là, on revient, une fois de plus, on revient sur notre parole et sur un accord de sécurité, justement. On s'était mis d'accord, avec notamment les Britanniques avaient peur qu'une Allemagne réunifiée devienne un géant et devienne belliciste. Donc, là-dessus, ce serait vraiment une révolution. Et ce serait une révolution dans la politique allemande. Il faut savoir que l'un des deux partis de la coalition, le SPD, est plus pacifiste, entre guillemets, et donc modère les appétits de puissance de la CDU. Notamment, c'est eux qui ont mis un veto à l'envoi des Taurus, donc les missiles à longue portée en Ukraine. S'il n'y avait pas le SPD dans la coalition, ça fait plusieurs mois déjà qu'ils y seraient. Donc là-dessus, on a déjà il y a une volonté dans la droite conservatrice allemande, effectivement, que l'Allemagne soit, remilitarisée, et deuxièmement, prenne le lead complètement de l'Europe. Mais il y a d'autres partis en Allemagne et donc des partis de la coalition qui disent non, ça va trop loin, etc. Donc ça, c'est un premier point. Et un deuxième point aussi, c'est que là où l'Allemagne, je pense, est une menace beaucoup plus
mortel pour la France, c'est que l'industrie allemande, l'Allemagne est en train, à cause des sanctions, de se désindustrialiser à vitesse grand V. Moi, j'ai des connaissances qui m'ont dit, qui sont allés au dernier salon de l'industrie de Leipzig, c'est la grande foire de l'industrie allemande chaque année. Bah, cette année, vous aviez un tiers de stands en moins que l'année précédente. Et une partie des stands étaient en fait des entreprises chinoises qui venaient vendre leur industrie, leur machine-outil en Allemagne. Et donc, l'avantage en fait compétitif de l'Allemagne sur son industrie, elle est en train de le perdre, mais à vitesse grand V. Et donc, il y a cette idée en Allemagne qu'on va reconvertir l'industrie de paix en industrie de guerre et qu'on va faire financer ça par les Européens. C'est ça. C'est ça qui est très dangereux pour la France. Et je pense que c'est pour ça qu'on a les déclarations guerrières du chancelier. C'est pas tellement qu'ils vont passer à l'arme nucléaire, etc. Mais c'est qu'ils veulent que le réarmement de l'Europe se fasse sur base industrielle allemande. Et donc au passage, nous bouffer notre industrie de défense française. Et bien sûr, nous bouffer KNDS, dont il faut rappeler que c'est une joint venture germano-française, et que, comme chez Airbus, le partenaire allemand ne rêve que d'une chose, c'est d'amputer la partie française pour ramener tous les savoir-faire chez eux. Bien sûr. Donc là, on est sur quelque chose qui est une menace vitale pour notre industrie. D'ailleurs, le point sur les traités concernant l'arme nucléaire, il est sidérant de ne pas le voir dans le débat allemand. Ils ne rappellent jamais ces traités qui leur interdisent normalement d'avoir l'arme nucléaire. Oui. C'est quand même troublant. Oui. Ils se passent complètement au-dessus du droit. Et les traités qu'ils ont signés eux-mêmes. Pour le reste, troisième point, je voudrais parler quand même des déclarations toutes récentes de notre cher ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui nous a fait une lemerre en déclarant que ça y est, je reprends ces termes, Poutine, la Russie, étaient au bord de la surchauffe, du claquage, qu'il fallait encore un instant, ils allaient bientôt chuter. Donc c'était le moment où il fallait les acculer par énormément de sanctions et de pression à la paix, soi-disant, parce que ils étaient plus affaiblis que jamais et que les sanctions étaient donc très efficaces. C'est quand même assez sidérant d'entendre un truc pareil dans un pays comme la France qui est au bord d'être mis sous tutelle du FMI quand même. Oui, oui. Alors, il y a deux choses. Premièrement, la Russie, en fait, est un des pays les moins endettés du monde. Ouais. De ce point de vue-là. C'est quoi, c'est 20% de dette, c'est ça ? Voilà, ils sont à moins de 20% du PIB, je crois qu'ils sont à 17%. Ouais. Donc, la Russie est un pays, entre guillemets, trop bien géré. Deuxième chose, en fait, l'économie russe, elle a plusieurs problèmes, effectivement, dont un qui est une conséquence de la guerre et pas des sanctions, c'est-à-dire qu'ils ont des déficits de main-d'œuvre dans beaucoup de secteurs industriels. Et donc pour les combler, ils hésitent à avoir recours à l'immigration, notamment chinoise et vietnamienne, pour venir combler ces vacances de main-d'œuvre. Mais sinon, la Russie est très très loin d'être en défaut de paiement. Ensuite, il est clair que Vladimir Poutine a déclaré hier que la Russie va baisser ses dépenses militaires dans les 3 prochaines années. J'ai vu ça. Ils ont prévu un plan de division par 3 de leurs dépenses militaires dans les prochaines années. Donc ça montre aussi que ceux qui nous disent que la Russie est un pays belliciste, qui ne s'arrêtera pas à l'Ukraine, un pays belliciste, il n'annonce pas qu'il va faire un plan triennal de réduction de ses dépenses militaires. S'il se prépare à aller conquérir Berlin, Paris, Londres et Madrid, il faut faire autrement. Ouais, il faut faire autrement. Ouais. Donc le fait de dire que la Russie est au bord de l'effondrement, c'est une fake news, mais comme c'était déjà une fake news il y a 3 ans. L'économie russe, elle a des problèmes. D'ailleurs, quand on nous parle de la dictature poutinienne qui n'admet rien, les sources sur lesquelles on se base pour dire que l'économie russe a des problèmes, c'est les déclarations des responsables russes eux-mêmes lors du sommet du forum sur l'économie de Saint-Pétersbourg qui a eu lieu la semaine dernière. Donc il y a un débat aussi au sein du gouvernement russe, c'est pour ça qu'il y a certains qui dramatisent, sur la politique de la Banque centrale russe qui a augmenté fortement les taux pour faire baisser l'inflation. Et en fait, le risque que certains pointent, notamment au ministère de l'économie russe, c'est que ça tue le malade derrière, à cause... D'accord. Mais ça, ça n'a rien à voir avec les sanctions, parce que là, on en arrive au 18e paquet de sanctions de l'Union européenne. Ça n'a rien à voir avec les sanctions, en fait. Les sanctions, elles ont plutôt donné des bons résultats pour l'économie russe, parce que ça les a forcés à rapatrier un certain nombre d'industries, en fait, sur leur sol. C'est ça.
Et en tout cas, Jean-Noël Barrot, là, est quand même totalement hors sol avec ce genre de déclaration. Voilà, bah, on va continuer à se battre pour la lucidité et la France libre et la paix. Je crois que c'est ce qu'on doit retenir. Merci beaucoup, cher Romain. Merci. Et à bientôt. Grand merci à Romain Bessonnet, qui a toujours des analyses extrêmement fines. Et oui, ils veulent tous se débarrasser de Macron, tous ces dirigeants internationaux, mondiaux. Trump veut le faire. On a parlé de Poutine, Erdogan. Enfin, tout ça est assez extraordinaire parce qu'il incarne quelque chose de faux, de mensonger, de faible. Et c'est vrai que ce qu'a dit Romain Bessonnet sur l'Allemagne, sur cette histoire de guerre nucléaire, de bombe nucléaire, enfin, tout à fait édifiant. Comment peut-on rester dans l'Union européenne? Comment ne pas se battre pour le Frexit? Oui, il faut se battre pour le Frexit. Oui, bien sûr. Et nous sommes ici engagés dans ce combat et on sortait de la manifestation nationale pour la paix. D'ailleurs, on a pris le soleil, hein, s'il faisait fort chaud, et bravo à tous les militants, bénévoles, organisateurs, intervenants, dont Romain Bessonnet, qui rendent possible ces événements, qui sont des moments couverts par presse entière, mondiale. Tiens, LCI est venu. Bon, on verra ce que ça donne. C'est une première. Bon, je fais pas beaucoup d'illusions, parce que souvent maintenant ils viennent, mais pour attaquer. Ça prouve que ça dérange. Merci de partager cette vidéo partout, vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner en dessous, pensez-y. Plus la vidéo circule, plus on touchera de monde, plus il y aura de monde dans la résistance. Et pour qu'elle circule mieux, il suffit de vous abonner à la chaîne, vous réabonner. Voilà, vous réabonnez, parce que peut-être que vous avez été désabonné par mégarde, ça arrive, il y en a eu pas mal ces derniers temps. Vérifiez. En tout cas, merci pour votre petit clic gratuit sur le bouton s'abonner, ça va aider beaucoup cette chaîne. Vous le savez, les assises de la souveraineté d'Arras vont arriver très bientôt. C'est le samedi 13 septembre prochain. Il y a le lien d'inscription direct sous la vidéo en description. Regardez le programme extraordinaire. Les gens s'inscrivent en masse, donc ne traînez plus. Et c'est un grand moment de rassemblement, le plus grand événement souverainiste de France. Plus de 3000 personnes, ça va être un très grand moment. Vous avez d'ailleurs l'appel à l'union, à la primaire des souverainistes pour le rassemblement que nous avons lancé sous la vidéo en description à signer et relayer. Je vous attends, patriotes, bien évidemment. Si vous êtes d'accord avec ce qui a été dit dans cette vidéo, si vous êtes d'accord avec le combat pour la paix, la liberté, la souveraineté, l'avenir de la France libre, l'avenir du monde, alors rejoignez le plus grand mouvement souverainiste de France qui s'appelle les Patriotes, le plus grand mouvement de résistance qui est dans l'action concrète, lui, tout le temps, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse un grand soleil brûlant, on est là, on lâchera pas le morceau. Et j'ai besoin de vous, nous sommes un mouvement indépendant qui n'a pas un centime de subvention publique, rendez-vous compte. Et pourtant, on fait 100 fois plus que les mouvements qui ont des millions par an d'argent public, pas nous. Et j'ai besoin que vous soyez là. Vous pouvez en ce tout début de semaine adhérer, réadhérer ou faire un don au mouvement. Je pense que c'est le meilleur moment par les liens sous la vidéo en description pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes, rejoindre des gens formidables qui partagent les mêmes valeurs que vous, qui se battent pour leur pays, pour leurs enfants. C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes un lien sur l'écran facile. Faire un don au mouvement nous permet de faire ces actions, sinon on ne peut pas et tout le reste. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Et tout ça fait baisser vos impôts puisque c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Vous évitez de faire un cadeau indu aux impôts, à Bayrou, à Macron et à toute cette clique et vous aidez un mouvement de résistance et vous faites baisser vos impôts avec ces 2/3 de défiscalisation. Profitez-en. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue du fond du cœur, aux nouveaux adhérents patriotes et vive la France.